Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette sixième partie du décryptage du magazine The Economist. Alors maintenant, vous êtes habitués, hein, bien sûr, c'est du grand classique. Nous allons continuer ce décryptage humblement, très simplement, comme d'habitude. Alors il y a quand même beaucoup d'images à décrypter, c'est pas si simple. Moi, je suis parti sur un raisonnement, un autre raisonnement qui peut apporter au collectif, qui peut être intéressant, justement, à savoir que toutes ces images peuvent être reliées une séquence historique, reliées à des séquences qui s'enchaînent, des séquences historiques qui s'enchaînent, comme par exemple un cataclysme mondial, une crise économique, une séquence qui rentre. Et puis, nous avons un enchaînement, donc malheureusement, de dégradation de situation géopolitique. Hein, une dégradation géopolitique ici. Et puis, on va le voir juste après ici, notamment. Et on peut le voir ici aussi, une dégradation géopolitique ici. Ici aussi, ici aussi. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant de le prendre de cette façon-là, comme un récit, finalement, d'une séquence catastrophique qui n'est pas encore connue. Donc c'est une situation géopolitique, mondiale et spirituelle qui n'est pas encore connue, et donc c'est pour ça, d'où la difficulté de ce décryptage, parce que il est très 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 difficile de comprendre, mais effectivement, au niveau symbolique, au niveau du spectre, on peut imaginer qu'après une crise économique, il peut se passer tous ces symboles-là. Donc effectivement, quand Leonardo da Vinci voyage dans le futur, eh bien, il voit une crise économique s'annoncer et puis il voit plein de séquences, plein de situations géopolitiques et spirituelles d'une extrême gravité. Bien entendu, c'est très important et on le verra par la suite. Parce que bien évidemment, il y aura une partie 7 et 8, c'est du grand classique maintenant. Alors moi, bien évidemment, au niveau géopolitique, justement, c'est très actuel, mais c'est toujours intéressant. Nous avons ici l'artiste italienne du mouvement caravagisme, du mouvement caravagesque, si j'ose dire, Artemisia Gentileschi, une grande artiste italienne, qui a vu qu'après Leonardo da Vinci, il me semble, et elle a peint énormément de tableaux, dont des autoportraits. Elle a fait une allégorie en autoportrait, de la peinture. Donc c'est très intéressant. Et puis là, elle a fait une autre autoportrait qui n'est pas allégorie de la peinture, mais qui est une allégorie avec ce symbole. C'est très intéressant. Alors on va voir où ça va nous mener, hein, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on en voit? Qu'est-ce qu'on en ressort comme quintessence, comme d'habitude? Alors, son tableau s'appelle Autoportrait en martyr. Alors, je la remercie pour le coup. Là, tout d'un coup, j'ai déjà le symbolisme de l'image. Ça m'intéresse. Je vois pas pourquoi j'irais plus loin, vu que j'ai déjà la réponse. C'est intéressant, il n'y a pas à rechercher, puisque elle faisait des peintures en allégorie, et elle mettait en symbole... la peinture, le symbole qu'elle veut dire en fait. Donc là, bien évidemment, on va décrire son tableau. Le tableau qui s'appelle, qu'on voit, l'autoportrait en martyr d'Artemisia Gentileschi, peint en 1615. Il fait partie d'une collection privée, donc il n'est pas dans les musées malheureusement. Alors, quel est son travail, Artemisia Gentileschi? Nous ne connaissons que deux peintures sur bois d'Artemisia Gentileschi à taille de peinte, bien que de petites peintures ne doivent pas être occasionnelles dans son activité, étant donné que même à la fin de sa carrière, l'artiste vise à montrer à son client important un petit Madonnina. Qui est la jolie fille représentée dans ce tableau tient dans sa main droite la palme du martyr, vêtue d'un turban de couleur dragueur. L'api et apporte une sorte de tunique de soie rose arrêtée sur l'épaule. Nous observons, bien évidemment, là c'est la qualité de la peinture, hein, que nous voyons, d'une
grande qualité, bien sûr. Nous observons comment il a les joues rebondies, la mâchoire un peu prononcée, les cheveux auburn en forme un peu cassée, comme ceux de allégorie de inclination en Casa Buonarroti. Tout porte donc à croire que c'est un autoportrait de Artemisia à l'âge d'environ 22 ans. Intéressant. Nous ne savons pas qui il a été peint cette tablette belle ou ce qui a été l'accord avec le peintre Artemisia qui a conduit au retrait selon une forme de jeu assez répandue au XVIIe siècle en martyr. C'est vrai qu'il y a quand même un peu d'ombre au niveau de la personne qui a voulu faire le tableau. Donc c'est Bouwiki Info qui nous donne cette synthèse de cette œuvre majeure de Artemisia Gentileschi. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors là, nous voyons la palme. Et évidemment, cette palme tenue à la main droite représente la palme du martyr. Bien évidemment, c'est vraiment très intéressant. Alors la palme, sur Cosmovision, c'est un symbole, bien sûr. Branche du palmier, chez les Égyptiens, désignait la fécondité parce que le palmier vit longtemps et fructifie jusqu'à la mort, symbole de la victoire. Elle orne ordinairement la main des triomphateurs et des martyrs saints. Dans les pays où l'on n'a pas de buis, ce sont des palmes qu'on a fait bénir au dimanche des rameaux, qui prend de là le nom de dimanche des palmes. Donc, définition classique très intéressante de la palme, de la branche de palmier qu'a peint Artemisia Gentileschi. Alors, nous revenons bien évidemment au classique. Donc là, nous avons bien le symbole du martyr, tout simplement. Le symbolisme du martyr. Alors, pourquoi le martyr? Alors, là, pour le coup, que ce soit Leonardo da Vinci ou bien évidemment les rédacteurs de The Economist, géopolitiquement, en tout cas, c'est en Afrique subsaharienne. Notamment, là, on a le Nigeria, on a le Cameroun, on a cette zone géographique. Donc, c'est forcément lié à ça. C'est à côté. Et on a ici 2 urnes qui représentent 2 nations africaines subsahariennes. Alors, là, pour le coup, on a deux couleurs égales. Donc, bien évidemment, là, pour le coup, on va pas faire vieux jeu. Là, on sera plutôt... sa tête, elle est quasiment sur le Nigeria. Donc, pour le coup, le martyr au Nigeria. Ah, bien sûr, on a déjà la réponse. Mais bien évidemment, dans ce décryptage global, si on nous parle d'enchaînement de séquences, ça peut s'amplifier s'il y a une crise économique, ce problème-là, que nous allons voir juste après. Et puis là, bien sûr, c'est le drapeau de l'Afrique du Sud, bien entendu. Alors, en Afrique du Sud aussi, on aura aussi des élections. Au Nigeria, c'est dans quelques semaines, dans 2 ou 3 semaines, et en Afrique du Sud, ce mois de mai, mais ce sont des élections des élections législatives qui vont permettre d'élire le président. C'est ce que nous allons voir juste après. Alors, là bien sûr, oui, d'accord, martyr au Nigeria, en Afrique du Sud, d'accord, mais ça, ce sont des urnes. Ce sont des urnes, il faut décrypter ce que ça veut dire. Alors, bien sûr, c'est martyr dans l'urne, mais qu'est-ce que ça signifie symboliquement? Parce que ce sont des images à part entière, et on peut toujours essayer d'en comprendre la quintessence. Alors, bien évidemment, sur psychoderue.fr, une symbolique classique de l'urne, il n'y a pas de problème. Et là, on voit bien l'urne de vote aussi. Je vais en lire globalement ce que représente l'urne dans l'inconscient. Nous avons l'urne, réceptacle des cendres, et puis là aussi, on a l'urne de vote, réceptacle des dernières volontés, symbole de l'irréversibilité, notamment. Alors, qu'est-ce que nous dit
Cette définition classique du symbolisme de l'urne chez Psycho de Rue, la psyché humaine est composée de deux principales parties, le conscient et l'inconscient. L'inconscient est une zone de notre esprit où nous stockons tout ce que nous avons vécu depuis notre naissance, tous nos souvenirs oubliés. Ces souvenirs sont stockés sous forme d'images comme des photos. Comme chaque rêve est un ensemble d'images, de souvenirs, ces souvenirs font écho avec une situation que nous vivons dans notre vie actuelle. Nos rêves sont des aides pour prendre conscience de certains de nos comportements et nos réactions que nous reproduisons en boucle depuis l'enfance. Les rêves sont donc un bon outil pour apprendre à s'analyser et à évoluer. Ils révèlent également nos peurs et nos désirs inconscients. Je précise que les désirs inconscients n'ont rien à voir avec les envies conscientes. L'inconscient et le conscient ne sont pas forcément reliés dans notre esprit. Ils ne communiquent pas, ce sont comme deux personnes différentes qui veulent des choses différentes. Analyser ces rêves permet de rétablir le dialogue entre ces deux parties et de prendre en compte notre inconscient, de reconnaître et accepter cette partie de notre personnalité, la partie mémorielle, photographique de notre esprit. Alors bien sûr, n'oublie pas que chaque symbole est propre à chacun. Tu dois d'abord te demander ce que ce symbole représente pour toi, si tu as vécu des événements, des discussions, des réflexions en rapport avec ces images, ces derniers temps ou par le passé. C'est intéressant. Donc comme je disais, c'est mon analyse humble et, pour le collectif. Donc il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça, c'est toujours intéressant. Qu'elle soit funéraire ou électorale, l'urne représente une phase finale, un achèvement, une action irréversible. Elle recueille les dernières volontés de l'électeur ou les cendres du défunt. Elle symbolise donc la fin d'un cycle. Un choix que l'on a fait qui nous permet de passer à autre chose, d'avancer, d'évoluer. Cette décision est irréversible. L'urne funéraire symbolise le changement car la mort en rêve est un signe que tu évolues, que tu laisses des choses derrière toi. Se référer à mort. Le lieu, les personnages, les couleurs, les chiffres qui sont présents dans le rêve peuvent t'apporter plus d'informations en rapport à leur symbolisme. N'oublie pas que chaque personne et chaque animal représente une partie de nous, une facette de notre personnalité, ses particularités ou ses actions nous font miroir sur ce que nous sommes ou sur ce que nous faisons en ce moment. Très 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 intéressant dictionnaire des symboles, de l'urne et du rêve. Très 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 intéressant. Donc pour le coup je reviens sur l'image classique. Donc les cendres, ça représente bien évidemment la fin d'un cycle. Ça peut représenter le réceptacle de cendres aussi, action irréversible. Hein. On a les élections présidentielles. Cette année en 2019 de ces deux nations. Et ce sont deux nations quand même très importantes en Afrique subsaharienne. Donc malheureusement ce sont aussi des États, on va le voir juste après, avec deux situations géopolitiques extrêmement tendues, extrêmement difficiles. Donc ces deux États-là qui sont mis, ils l'ont pas mis là comme ça, hein, bien sûr. Ce sont les deux pays les plus importants, je dirais, avec la République démocratique du Congo, hein, notamment, les pays les plus importants. Donc si ces pays sont très 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 déstabilisés par rapport à une crise économique notamment, ça risque d'être cette période. Donc voilà, symbolisme, on va dire, fin de cycle, choix irréversible, ou la cendre et le martyr, bien sûr. Martyr, situation géopolitique de martyr. Donc c'est lié. Martyr, là pour le coup, c'est par la Nation du Sud, martyr au Nigeria, ça on sait c'est par rapport à quoi je vais revenir. Et puis fin de cycle pour l'Afrique du Sud notamment. Hein. C'est une possibilité de ce que nous montre Leonardo da Vinci par rapport au rédacteur de The Economist. C'est une piste intéressante. Alors,
il faut voir quels sont les enjeux de ces deux États-nations extrêmement importants de l'Afrique subsaharienne. Alors, ce sont les perspectives politiques de chez Afrique 360, les perspectives politiques 2019, Sénégal, Nigeria, Afrique du Sud, des élections à suivre, bien évidemment. Donc là, on parle des pays les plus importants, Nigeria et Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça nous dit? Puisque c'est quand même important à comprendre la situation géopolitique de ces deux nations. Alors là, nous avons Muhammadu Buhari, le président actuel du Nigeria, face à ses échecs, Boko Haram et la lutte contre la corruption. Alors, quels sont les enjeux au Nigeria? Tout simplement. Tout comme j'avais fait la partie précédente avec le Venezuela. C'est quasiment similaire. Donc, on voit bien aussi au niveau des images que c'est bas, géopolitiquement c'est assez bas. Hein, donc c'est quasiment au même niveau. Hein, on a des odeurs de chaos quand même. Au niveau du placement de ces États. Géopolitiquement dans ce décryptage. Donc, en dépit d'un bilan mitigé et surtout d'une santé chancelante, le président Muhammadu Buhari s'est porté candidat pour un mandat de 4 ans. Ainsi, pour cette élection présidentielle nigérienne prévue pour février 2019, Muhammadu Buhari, le candidat du All Progressive Congress, âgé de 75 ans, ne part pas comme étant le grand favori. Il semble avoir déçu l'opinion publique nigérienne sur deux facteurs fondamentaux qui avaient pourtant grandement contribué à sa victoire en 2015 face à Goodluck Jonathan. L'éradication de Boko Haram et la corruption. En 4 ans de lutte acharnée, l'organisation terroriste est pourtant toujours active et semble même connaître une nouvelle dynamique, comme en atteste ses victoires face à l'armée au cours de ces derniers mois. Une nouvelle dynamique, ça me fait penser à des financements extérieurs quand même. Hein. Ils sont dans la forêt de Sambisa et ils semblent avoir des victoires, donc ça veut dire qu'ils sont financés. Hein. C'est très important à comprendre. Alors là, pour le coup, pour savoir qui, c'est compliqué. C'est notre histoire, je dirais. Quant à la corruption, si elle a un peu diminué, elle demeure importante. Et ceux qui ont été accusés de l'avoir favorisée n'ont pas été inquiétés. En plus de ces deux mots du Nigeria qui persistent sur le plan économique, le président n'a pas eu de résultats escomptés. La croissance de l'économie nigérienne est faible, à cause notamment du cours du baril de pétrole bas depuis 2015. Conséquence, Buhari n'a pas pu réduire le chômage, qui tend même à croître, augmentant le nombre de mécontents au sein de la population nigériane. Par ailleurs, face à la chute des recettes budgétaires, le pays s'est fortement endetté, avec un taux d'endettement qui s'établit actuellement à hauteur de 51% du PIB. Du coup, le président Buhari pourrait perdre beaucoup de soutien. D'ailleurs, de nombreux barons de son parti ont déjà fait défection pour rejoindre l'opposition. Aïe. Et comme challenger, il affrontera pas moins de 4 autres candidats, dont particulièrement un richissime ancien vice-président, Atiku Abubakar. Celui-ci a claqué la porte de l'APC de Buhari en décembre 2017 pour rejoindre le Parti démocratique populaire, principal parti de l'opposition de l'ancien président Goodluck Jonathan. Atiku Abubakar a réussi à remporter les primaires de cet important parti, devenant ainsi un candidat sérieux à la magistrature nigériane. Richissime homme d'affaires, musulman, tout comme Buhari, et vieux loup de la politique nigérienne, Atiku constitue une véritable menace pour l'actuel président. Cet ancien vice-président, Olusegun Obasanjo, de 76-79, puis de 89 à 2007, a déjà tenté à 4 reprises d'accéder à la magistrature suprême nigérienne sans succès. Cette fois-ci pourrait bien être la bonne. En plus de ces deux poids lourds lors de cette élection, il faudra aussi compter sur Onyegeli Ezekwesili, la seule femme à participer à cette présidentielle, cofondatrice de Transparency International, une organisation dédiée à la lutte contre la corruption. Cette ancienne ministre d'Obasanjo et vice-présidente de la division Afrique de la Banque mondiale de mai 2007 à mai 2012. Ah, la Banque mondiale, intéressant. Souhaite créer la surprise en devenant la première femme à diriger la première puissance économique africaine et le pays le plus peuplé du continent. Alors, une chose est sûre, quel que soit le vainqueur, c'est là un énorme chantier économique, social et sécuritaire qui l'attendra.
En effet, la première puissance économique et démographique du continent est économiquement malade et impuissante face à Boko Haram. Alors pour terminer sur le Nigeria, ces élections constituent un enjeu du fait du poids du Nigeria au sein de l'Afrique et de la région ouest africaine. En effet, beaucoup de décisions importantes semblent être suspendues à cause de la présidentielle. Ainsi, le président Buhari, à cause des craintes des réactions de certains lobbies, notamment ceux du patronat, des syndicats, des travailleurs, n'a pas signé l'accord portant sur la zone de libre-échange continentale africaine. Les accords de partenariat économique avec l'Union européenne signés par les 14 autres membres de la CEDEAO, etc. Donc voilà sur la situation géopolitique au Nigeria et les enjeux de la présidentielle. C'est important de tout lire pour tout comprendre, pour comprendre la situation qui est très tendue au Nigeria, avec une situation de martyr avant de passer à l'Afrique du Sud. Et pour terminer avec le Nigeria, justement, avec le symbolisme du martyr, nous avons chrétiens du Nigeria, persécution et martyr, qui est d'actualité. Donc il n'y a absolument rien à dire sur l'image que nous voyons, les économistes, il n'y a absolument rien à dire. C'est logique. Sur christianophobie.fr, alors c'est plus les chrétiens du Nigeria qui sont persécutés, et juste après je vais conclure sur le Nigeria. Parce qu'on est aussi dans une situation complexe. Alors, Boko Haram constitue le défi le plus vaste et le plus complexe pour la vie de la nation et la liberté religieuse au Nigeria. C'est ce qu'a affirmé Monseigneur John Nyering, évêque de Kano, la ville du nord du Nigeria, où le 18 mars, 41 personnes ont trouvé la mort dans un attentat suicide perpétré dans les environs de la station d'autobus locale. Les deux kamikazes se sont lancés avec une voiture bourrée d'explosifs contre 5 autobus remplis de passagers en attente de partir vers le sud du pays. Dans son intervention au congrès organisé par la conférence épiscopale du Nigeria intitulée Paix et Réconciliation, une perspective nigérienne à la lumière d'African Munus, Monseigneur Nyering a souligné que la mission de l'Église est d'annoncer l'évangile de notre Seigneur en parole et en acte dans tous les contextes et en toutes circonstances. Notre conversation porte sur le fait d'être chrétien au Nigeria, aujourd'hui dans un pays marqué par la violence et par l'insécurité. Nous vivons des situations de défi dans notre pays, persécution et martyrs constituent des réalités concrètes pour de nombreux chrétiens nigériens. Pour terminer, malgré cela, l'évêque a conclu en rappelant que la riche histoire de l'Église démontre que les difficultés et les défis intérieurs et extérieurs au christianisme peuvent servir de stimulant en vue d'une relance authentique des valeurs évangéliques. Donc la situation de Nigeria, elle n'est pas isolée. Malheureusement, ça peut créer une guerre civile comme au Venezuela, mais le Venezuela, c'est un autre contexte. Là, c'est un contexte spirituel. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une confrontation. J'en avais parlé à ma troisième partie, en bonus, du projet d'Albert Pike et de Giuseppe Mazzini. Leur projet, c'est-à-dire mettre en confrontation deux volumes religieux. C'est-à-dire diffuser les évangiles en toutes circonstances. Ça, ce sont les chrétiens. Et puis nous avons, je dirais, des musulmans islamistes, dangereux, je dirais, qui veulent mettre en place un califat mondial. Donc elle est là la confrontation entre ces deux religions, et c'est ce que voulait le projet de ces francs-maçons de haut degré, haut grade, au 19e siècle déjà. Et oui. Et donc là, nous y sommes, dans cette confrontation entre les chrétiens et les musulmans, notamment le Nigeria. Là c'est, malheureusement, c'est absolument terrible, parce que là, on a un nord musulman et un sud chrétien. Donc la confrontation risque d'être encore plus terrible si nous avons une crise économique. Et en plus de ça, Boko Haram est financé par on ne sait qui. Oui, justement, c'est ce que je parlais. C'est ce que je disais. Donc on a des chrétiens évangélistes qui diffusent les évangiles, et on a des islamistes qui sont financés pour mettre en place la confrontation califat mondial et évangélisme. Donc la situation est très alarmante au Nigeria, et malheureusement la crise qui va venir malheureusement n'arrangera pas les choses. Bien sûr, alors je reviens pour terminer
sur l'Afrique du Sud. Là, on est plus sur une fin de cycle, une fin de séquence. Là, pour le coup, c'est pas une situation géopolitique religieuse, mais quand même, on a eu justement une autre confrontation, l'apartheid, justement, entre blanc et noir, justement, une confrontation difficile. Qui est gagnant? Malheureusement, c'est peut-être la démocratie qui est gagnante, mais il y a eu quand même de la souffrance. Et donc là, pour le coup, c'est une situation qui n'a peut-être pas été digérée. On peut le comprendre, bien sûr. C'est un pays qui essaye de se relancer, de se reconstruire, donc moralement et spirituellement aussi, parce que c'est aussi cet apartheid-là, c'est une confrontation spirituelle. Et donc c'est quelque chose aussi à pas oublier. Donc c'est Cyril Ramaphosa devrait remplir. Donc là, la situation pour lui est quand même moins difficile que Muhammadu Buhari, mais quand même. Là, c'est plus une situation politique intérieure qui est plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'Afrique du Sud pour terminer? Les élections générales sud-africaines sont prévues en mai 2019. Sauf grosse surprise, hein, le candidat de l'ANC, African National Congress, devrait conserver son poste de président du pays arc-en-ciel. Toutefois, ces élections s'annoncent comme étant des plus serrées pour l'ANC depuis son arrivée au pouvoir en 1994, lors du premier scrutin démocratique du pays. En effet, le règne et le départ forcé de Jacob Zuma, ont laissé des traces. Cyril Ramaphosa est actuellement affaibli par le mandat calamiteux de l'ancien président Jacob Zuma. Le parti historique de Mandela devra nécessairement redorer son blason pour reconquérir des électeurs déçus par les nombreux scandales de corruption qui ont ébranlé le pays et par une crise économique sans précédent au cours de ces dernières décennies, avec comme corollaire un taux de chômage de plus de 27%. Et oui, elle est là la situation difficile du pays. Toutefois, l'ANC devrait sortir gagnant, notamment grâce à son réservoir d'électeurs dans la région et le monde rural, où le parti demeure encore solide. Le candidat de l'ANC fera face à deux challengers. Le candidat de l'Alliance démocratique, Mmusi Maimane, premier dirigeant noir du parti, qui a fait une bonne percée durant les élections municipales en prenant les mairies de nombreuses grandes villes du pays et qui espère continuer à tirer profit du mécontentement populaire vis-à-vis de la classe dirigeante, de la corruption et, oui, et de la crise économique. L'Alliance démocratique compte capitaliser sur le mécontentement des classes moyennes urbaines à l'égard de l'ANC et grignoter encore un peu plus sur l'électorat noir durement touché par le chômage. Le Parti libéral peut aussi compter sur le bilan de ses équipes dans la gestion des grandes villes qu'il dirige Port-Elizabeth, Johannesburg, Pretoria. Il mettra aussi l'accent sur le vaste système de corruption au sein de l'ANC sous Jacob Zuma, qui a mis à genoux l'économie sud-africaine pour espérer ébranler le parti au pouvoir. Toutefois, ce parti libéral a peu de chances d'arriver au pouvoir du fait qu'il reste cantonné jusqu'à présent aux minorités blanches, métisses et indiennes. Pour terminer les deux paragraphes, à côté de l'Alliance démocratique, il faudra aussi compter sur le populiste Julius Malema de l'Economic Freedom Fighter, combattant pour la liberté économique, un parti de la gauche radicale. Ce parti a été faiseur de roi dans de nombreuses grandes villes lors des dernières élections municipales sud-africaines en soutenant l'Alliance démocratique contre l'ANC. Toutefois, ce choix a uniquement été dicté par l'animosité des dirigeants de ce parti radical contre Zuma. Dorénavant, Julius Malema se rapproche davantage de l'ANC, dont il approuve les réformes annoncées, notamment la réforme agraire. Il faut enfin souligner, fait notable, que l'Afrique du Sud est une république parlementaire. Le futur président sera donc choisi par l'Assemblée nationale issue des élections générales de mai 2019. Donc, à l'issue des élections générales de mai 2019, peut-être que M. Ramaphosa devra remplir. Donc, fait le 31 décembre 2018 par Moussa Diop, Afrique 360. Très intéressant pour ces deux nations qui nous expliquent bien géopolitiquement la situation de ces États. Alors là, pour le coup, j'ai parlé du martyr au Nigeria, et là, pour le coup, on
peut parler d'une situation géopolitique tendue pour l'Afrique du Sud. Et ce qui s'est passé, alors bien évidemment, c'est un article de Cairn Info, issu d'une revue d'études. Je vais lire les 3 paragraphes pour terminer, mais pour bien expliquer la situation en Afrique du Sud et que là aussi, malheureusement, la situation est très tendue, comme je le disais. Et que, malheureusement, l'étincelle semble être cette crise économique qui peut déboucher à des choses. La crise économique mondiale, je parle, hein, qui peut déboucher à des troubles graves. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Afrique du Sud, une jeune démocratie en crise. Hein. C'est une démocratie qui date de 1994. Donc qu'est-ce que nous dit? Le feu couvait déjà avant le massacre de Marikana, une mine de platine située à 100 km de Johannesburg. Hein, on s'en souvient tous. Hein. Le 16 août 2012, 34 mineurs noirs en grève sont tombés sous les balles de la police comme au temps de l'apartheid. Loin d'être un incident isolé, Marikana a été précédé par une montée lente mais sûre de l'agitation sociale. Depuis le début des années 2000, pas une semaine ne se passe en Afrique du Sud sans émeute contre les autorités locales ou gouvernementales sur des questions, services delivery, accès aux services publics de base, eau, électricité, éducation, logement, le tout sur fond de récession depuis fin 2008. D'inflation annuelle tournant autour de 6% et de chômage endémique, un fléau qui frappe 25,5% plus d'un quart des actifs. C'est quand même terrible. Alors, on n'a pas forcément de retour ici au niveau des médias mainstream, mais voilà pourquoi aussi j'en parle aussi, parce que c'est important d'informer et que la situation est quand même tendue. Les mineurs de fonds employés par l'ONMIN à Marikana réclamaient le triplement de leur salaire, rêvant de le voir passer de 400 à 1200 euros. Ils ont finalement décroché une hausse de 20%, une prime de 190 euros. Dans le sillage de Marikana, les grèves sauvages se sont multipliées. Dans les mines, les transports et les fermes des alentours du Cap, plongeant le pays de Nelson Mandela dans une crise sans précédent. Les syndicats noirs du Congrès des syndicats sud-africains, COSATU, une centrale alliée au Congrès national africain, ANC au pouvoir, se sont montrés dépassés pour la première fois. À Marikana, un nouveau syndicat indépendant a marché sur les plates-bandes du syndicat national des mineurs, NUM. Fort de 310 000 morts et affilié au COSATU, 2,2 millions d'adhérents, un syndicat fondé en 1982 mais en perte de crédibilité en raison de son inertie et de ses incointances avec le pouvoir. Le NUM ne peut qu'assister impuissant aux vagues de licenciements qui ont suivi le désastre de Marikana en Afrique du Sud, un drame social en soi. Alors, 3e paragraphe pour terminer. Dans les fermes, le COSATU a également pris le train en marche, demandant maladroitement un boycott international des vins et des fruits et légumes sud-africains produits dans la région du Cap, comme autant des sanctions économiques internationales contre l'apartheid. Un argument contre-productif pour les fermiers blancs qui refusent d'augmenter un SMIC fixé par l'ANC. C'est en effet le gouvernement qui définit depuis 1999 les salaires minimums des travailleurs les plus vulnérables. Domestiques, agents de sécurité, employés de la distribution notamment. Les responsables politiques de l'ANC ont estimé que 7 euros par jour suffisaient pour les travailleurs agricoles. Je ne vois pas comment ils voient ça, mais on voit bien aussi ce qui se passe au niveau agriculture en France. On voit bien qu'en Afrique du Sud aussi, la situation est catastrophique. Et malheureusement, cette démocratie peut être mortenée, mais la situation est quand même dramatique. On ne sait pas comment l'Afrique du Sud va s'en sortir. Et la crise économique qui s'annonce, malheureusement, terminera le cycle. Donc fin de cycle pour l'Afrique du Sud. Et situation de martyr au Nigeria, au niveau symbolique. Donc ce sont des situations, que ce soit au Nigeria ou en Afrique du Sud, ce sont des situations actuelles et qui vont s'amplifier. Je remets l'image. Une situation qui vont s'amplifier au niveau mondial. Une séquence qui s'annonce et des situations, Venezuela, Afrique du Sud et Nigeria, des situations qui vont s'amplifier à notabilité, bien évidemment. Alors s'ils ont l'idée d'exploiter le chanvre, pourquoi pas.
Et là, on court malheureusement à la catastrophe. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je sais que ce sont des vidéos très attendues, très intéressantes. Bien évidemment, il y aura une 7e, 8e partie. On ne sait pas où ça va nous mener, tout ça. Il y a encore d'autres images à décrypter, mais on va toujours essayer humblement de faire un récit intéressant pour le collectif. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, hein. Toujours en récitant lucide et pertinent, bien sûr. Je vous remercie pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. C'est toujours intéressant, important pour ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.